Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de Midnight Cowboys, l'émission consacrée au cinéma américain. Nous sommes toujours, très contents, hein, Axel, bonjour Axel, de parler cinéma américain et aujourd'hui on se Bonjour. concentre sur, sur un réalisateur. Voilà, bonjour Axel. Un réalisateur qui tient tout particulièrement à mon acolyte, qui va vous en parler, très bien et qui est actuellement d'ailleurs en train de rédiger un mémoire carrément sur le monsieur donc on espère que les discussions vont être, Ouais, no passionnantes. normalement là, je raconterai pas de conneries, ça devrait le faire. Voilà, voilà. Il s'agit du film, Section 99 donc, alors pour reprendre le titre en anglais, Brawl in Cell Block 99 donc c'est, concrètement un une petite bagarre dans cette, cellule, 99, cellule un peu particulière, on le verra. Film qui est sorti en 2017 avec, au casting Vince Vaughn, réalisé par S. Craig Zahler, donc un réalisateur dont les 3 films ont été sortis en direct to DVD, donc sortis directement en DVD et non distribués, en tout cas dans les salles françaises, dans les salles américaines non plus, si je me trompe pas, Non, Axel? non, 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 effectivement. plus voilà. Donc c'est un film qui a été présenté, hors compétition également au Festival de Venise, d'ailleurs son film suivant, Traîner sur le bitume a eu un petit peu le entre guillemets, «la même destinée», hein, qui est également, présenté, hors compétition à Venise et sorti directement en DVD et donc écoutez, pour vous en parler déjà, histoire d'évoquer un peu l'histoire du film, on suit en fait un homme, donc incarné par, Vince Vaughn, hein, qui s'appelle, alors comment il s'appelle déjà ce monsieur? J'ai C'est Bradley, oublié. Bradley, Voilà, alors Bradley. c'est Bradley, voilà, c'est Bradley qui en fait, va se retrouver impliqué dans une histoire de drogue. En fait, il va concrètement devenir la mule et se retrouver impliqué, voilà, dans une affaire un peu particulière, lors de l'arrestation, enfin même pas de l'arrestation, mais lors de l'intervention en fait, de la police. On va être amené en fait à tuer ses 2 comparses, on va dire, hein, donc les 2 dealers avec qui il travaille et il va se rendre concrètement, hein, à la police avant de se retrouver dans une première cellule. Voilà, une première cellule. Alors, pour vous expliquer un petit peu, les enjeux de fond, depuis le moment où ça n'allait plus, en fait, avec sa copine, qui est incarnée d'ailleurs par, une actrice que j'aime beaucoup, Jennifer Carpenter, que vous pouvez retrouver dans la série Dexter, qui joue la sœur de Dexter Morgan. Et en fait, sa femme est enceinte et donc évidemment, quand il se retrouve en prison, il est inquiet parce que potentiellement, le milieu, en tout cas de la drogue, donc les Rital, hein, vont vouloir potentiellement se venger de la trahison, en fait, de Bradley et peut-être, aller agresser sa femme et du jour au lendemain, il y a un certain monsieur qui est pas très gentil, qui lui demande d'aller, liquider, en fait, une cible dans une cellule 99, ce qui va amener le personnage à faire des actes, plus ou moins pas très catholiques, on peut le dire comme ça. C'est pas faux. Man principle. Relinquish it now. You know the difference between right or wrong, and you have a moral compass. Donc c'est un film, qui a des airs un peu de film d'exploitation, on en reparlera peut-être, mais qui s'en détache quand même parce que, S. Craig Zahler a une certaine ambition, il cherche, quand même à développer une mise en scène qui est très précise, qui est assez âpre et pour vous en parler, qui de mieux que Axel du coup? Pour vous parler de S. Craig Zahler, histoire de le présenter un petit peu, ses obsessions et ce qui le travaille. Carrément, carrément. Bah, merci de me donner la parole et merci pour cette présentation, de qualité. Et non, mais du coup, je suis très content aujourd'hui de parler, de Steven Craig Zahler, parce que du coup, c'est comme, tu l'as introduit, c'est un réalisateur sur lequel je bosse actuellement dans le cadre d'un mémoire. J'arrive bientôt à la fin d'ailleurs, j'espère qu'on va y arriver. Mais du coup, ouais, donc alors moi, il faut savoir que j'ai découvert Steven Craig Zahler avec, Traîner sur le bitume. Donc comme toi finalement, c'était le premier film que j'avais vu de lui et directement ça m'avait frappé et puis du coup j'ai regardé, ces 2 autres films, vraiment pas longtemps après
et puis j'ai fini par commencer, à écrire dessus et cetera. Il y a même, 2 articles qui sont disponibles sur, le site C'est quoi le cinéma? Si je me trompe pas, et j'avais écrit sur Bone Tomahawk et sur Section 99. Alors après, j'encourage à les lire quand même, même si aujourd'hui je pense que j'écrirais pas trop la même chose, vu que, bah, à force de revoir ces films et d'écrire, sur un bah, de toute façon, à force d'écrire sur un auteur, on finit toujours par, déceler des petits détails, et là, ouais, le moindre petit détail a son importance, et on finit par des fois changer de braquet, de biais, d'angle de vue sur ces thématiques, l'esthétique, qu'il peut porter et cetera. Bref, du coup, Steven Trexler, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réalisateur de cinéma, c'est aussi un romancier, c'est aussi un joueur de métal, c'était aussi un cuisinier, enfin bref, et c'est aussi un scénariste. Et lui, il fait tout, vraiment, c'est assez c'est assez dingue, et je me souviens que quand, en plus quand il avait, réalisé Traîner sur le bitume, il y avait encore des romans à lui qui venaient d'être édités en France, et il était en train d'écrire une BD. Enfin bref, le c'est juste complètement flippant, le mec il fait tout quoi, c'est complètement abusé. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce type-là, c'est quelqu'un qui est né, à Miami, en Floride, du coup en 1973, donc milieu des années 70, qui fait des alors, il s'intéresse, très vite au cinéma. C'est très vite aussi, devenu un geek, il le dit lui-même, il lit beaucoup de comics, de BD, je je pense qu'aujourd'hui, il doit jouer à des jeux vidéo, ça m'étonnerait même pas. D'ailleurs, je pense qu'on en reparlera, mais Section 99, c'est après presque quelque chose qui a de l'ordre du parcours de jeux vidéo, j'ai l'impression, aussi. Mmh. Hem, donc il y a ça, donc il a fait très vite, il est allé en école de cinéma et de théâtre, à New York, dans les années, fin des années 80, début 90. Il s'intéresse, très vite, aussi aux pièces de théâtre, il en lit beaucoup, il en écrit, il finit par en écrire aussi, et c'est quelqu'un qui, veut très vite en fait, enfin, on va dire qu'avant le théâtre, il est très intéressé par le cinéma. Il voit La Horde sauvage à 12 ans, ça le marque, profondément, et bon, c'est pas très étonnant quand on voit le rapport à la violence, dans ces 3 films, je pense d'ailleurs. Et c'est quelqu'un en fait qui, très vite, va proposer des scénarios, heu, donc aux États-Unis, dans différents studios et cetera. Quasiment, il me semble, si je dis pas de bêtises, plus d'une vingtaine, dont, bah, quasiment tous ont été refusés. Heu, donc déjà, c'est assez spécifique. Le bonhomme a du mal à essayer de vendre, un projet, quoi. Il réussit néanmoins à en vendre, de quelques-uns, enfin je pense à 2 notamment, alors qu'il a pas réalisé, mais un donc qu'il a vendu, il me semble que ça a été distribué par la boîte, de Mel Gibson, un film qui s'appelle The Incident. Alors je sais plus du tout le nom du réalisateur, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est Zahler qui l'a écrit, et en gros, c'est un film dans un asile, psychiatrique, et c'est la durée d'une nuit en fait, où il y a une panne d'électricité et tout part en vrille. Donc il y a ça, et puis il en a écrit un qu'il a réussi à vendre aussi, qui est si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, je sais plus, épisode de, Puppet Master. Tu sais les poupées, maléfiques là, genre Ouais. il a il a vendu un scénario sur ça, et pareil qui a été réalisé par 2 réalisateurs, je crois, inconnus au bataillon, mais qui bon, moi j'ai vu ces 2 films-là, hein, The Incident et l'épisode de Puppet Master. C'est pas terrible, terrible, même si il y a des trucs qu'on peut retrouver dans son écriture à lui, comment il comment il peint ses personnages, la manière aussi dont certaines répliques sont dites et cetera. Vraiment pas grand-chose, mais il y a certaines choses comme ça qui peuvent revenir même dans ces films-là, et donc il finit quand même par, réaliser son premier film en 2016, qui est Bone Tomahawk, donc un western horrifique avec, Kurt Russell et Patrick Wilson. Heu, il me semble aussi qu'il y a d'autres acteurs connus, mais j'ai plus les noms en tête. Parce que tout se mélange actuellement, il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, donc c'est un western horrifique, qui peut commenter aussi de manière classique, comme Section 99 d'ailleurs, où en gros, c'est, Patrick Wilson qui a perdu, donc qui est, un personnage qui s'appelle Arthur O'Dwyer dans le film, qui a perdu en fait, sa femme a été kidnappée par des troglodytes, et donc en fait, il va vouloir, la retrouver, sauf qu'il a une jambe cassée, et du coup, le shérif ainsi que 2 autres gars vont l'aider, à la retrouver, et puis ça s'engage, un assez long périple, heu, où en fait, les personnages vont essayer de retrouver, la femme d'Arthur, qui a été kidnappée, et ensuite vient Section 99 en 2017,
donc vraiment juste, 1 année après. Donc, avec Vince Vaughn cette fois-ci, Don Johnson, Jennifer Carpenter comme tu as dit. On retrouve Udo Kier aussi qui est ce fameux bonhomme, qui s'appelle l'homme placide, dans le film. Fameux bonhomme, un petit peu bizarre et qui lui ordonne directement d'aller buter des gens en prison parce qu'il a quelqu'un à choper et que s'il fait pas ça et bah, sa femme va mourir. Donc il faut plutôt écouter, monsieur, cet homme placide. Alors pour en venir donc après il y a Traîner sur le bitume qui sort, 2 ans après si je dis pas de bêtises. Pour revenir aux thématiques, propres à Zeller, je pense que c'est assez important avant qu'on aborde le film en lui-même. C'est Bien quelqu'un sûr. donc comme je l'ai dit, qui est né en Floride, à Miami et c'est pas, étonnant étant donné, les thématiques de ses films parce que c'est quelqu'un qui aborde, je pense qu'il y a une relation particulière, un rapport particulier à la violence et à l'ambiguïté, qui peut traverser ses films et notamment les personnages qu'il écrit, surtout ces personnages. Parce que Miami, mine de rien, est un territoire qui a été déjà abordé maintes fois par le cinéma, mais surtout des films américains qui sont très ambigus aussi. Je pense à Scarface, je pense à Miami Vice, je pense à The Blackout d'Abel Ferrara. Des films comme ça qui sont arrivés années 80-90-2000, qui ont abordé aussi des thèmes, des personnages, qui sont très ambigus, et aussi un rapport à la violence. On pense à Scarface évidemment, qui est, très fort, très ambigu lui aussi. Donc Zahler vient de plutôt de cet horizon-là, mais il y a quelque chose qui est particulier avec lui, c'est que, notamment avec Section 99, encore plus avec Section 99, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a ce côté, film d'exploitation, donc c'est-à-dire, pitch très simple, on pourrait penser quand on lit le synopsis de Section 99, on se dit: «Oui bon, peut-être un film de genre qui va durer 1 heure et demie et puis basta quoi». Mais non, Mmh. en fait, les films durent plus de 2 heures, et puis c'est des films qui, je trouve, prennent leur temps. Donc c'est assez, Ouais. spécifique quand on dit ça. Mais à chaque fois, la mise en place est assez lente et cetera. On s'attache, un petit peu au personnage et cetera, malgré le fait que dès le début, ça soit quelqu'un d'ambigu, hein. Bradley Thomas, au début, c'est quelqu'un qui vient de perdre son boulot, qui, on le voit, dès les premières minutes, a du mal à se contrôler. Donc il a un passé de boxeur, quand même, comment dire? Il est doté d'un physique et d'une corporalité, d'un corps, qui lui permet d'avoir de la force et beaucoup de puissance et il a du mal à contrôler ça. C'est quelqu'un qui Mmh. était très patriotique, pardon, qui a un drapeau américain, posé juste devant chez lui et cetera. Enfin bref. Et donc, ça déjà c'est un premier point et l'autre, truc qui est hyper intéressant je pense, c'est que c'est des films qui, utilisent les dialogues, moi d'une manière que j'avais jamais vue avant. C'est-à-dire qu'en fait, au premier abord, moi quand j'avais vu Traîner sur le bitume c'était le premier film que j'avais vu de lui. Je trouve qu'il y avait un rapport au dialogue, au langage qui était proche de ceux qu'on peut retrouver, chez certains cinéastes qui qui sont très, comment dire? Très adeptes du verbe aussi. Je pense à Tarantino, je pense à Shane Black aussi, je pense à même les frères Cohen d'une certaine manière où, en fait le verbe est très important, quoi. Et là, en fait, ce qui est particulier avec Zader, c'est qu'il y a un petit peu de ce côté-là, mais c'est pas vraiment ça. Je trouve que c'est assez différent dans le ton donné, dans le vocabulaire choisi et cetera. Et surtout, c'est que, arrive un moment donné dans les 3 films de Zeller où la parole cesse et où on sait d'ailleurs, je pense que Section 99 est finalement, son film des 3 qu'il a réalisé où ça parle le moins. Et finalement, à un moment donné, la parole cesse pour laisser place à une certaine violence qui est assez déroutante. C'est-à-dire que moi, j'avais pas vu ça avant surtout quand j'ai vu Section 99, où c'est en même temps de la violence qui est assez frontale, assez premier degré et enfin, on rigole pas tellement devant les films de Zeller, mais en même temps, il y a un côté assez, carnavalesque, je trouve, dans l'usage, de la violence qui survient, qui intervient Ouais. de façon où on s'y attend pas trop. C'est-à-dire que à un moment donné, il va donner un coup de poing à un mec et puis il va racler sa tête contre le sol et on va voir la mâchoire qui se déforme. Enfin, tu vois? Mmh. C'est vraiment, c'est over the top, quoi, pour un film comme ça. Mais du coup, voilà, c'est une certaine ambivalence, je trouve, qui est entre la violence assez frontale et en même temps, qui est vraiment très sérieuse, c'est parce que c'est très premier degré et en même temps, cet usage du langage, du verbe qui va être très important et surtout, parce qu'on a des personnages qui, en plus, bah, là on va aborder, plusieurs thématiques ensemble, je pense, mais à chaque fois, on a affaire à des personnages qui veulent préserver leur famille ou leur cercle familial a priori. Donc, à chaque fois, c'est un personnage masculin qui a soit une femme ou alors une femme et un enfant. Mel Gibson dans sur le bitume, c'est ça.
Dans Bone Tomahawk, c'est pareil, Arthur qui veut sauver, sa femme qui a été kidnappée et cetera. Enfin bref, il y a des trucs très importants à dire. Je pense que je développerai un peu plus tard. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Thaler. C'est, je pense, une des voix, dans le cinéma américain qui est une des plus intéressantes aujourd'hui, et qui est malheureuse aussi parce que ces films sont pas diffusés en salle pour l'instant. Je trouve que c'est vraiment dommage, mais après c'est pas étonnant, vu que les films durent, 2h10, parfois 2h30, voire 2h40. C'est assez compliqué, je pense, à distribuer vu les pitchs et cetera, la violence, le côté assez frontal aussi, parce que c'est des personnages assez mal aimables, heu, donc Mmh. heu, donc voilà, Mmh, c'est voilà. tu m'étonnes, hein. Ça c'est vrai que, comme tu le dis, c'est des films qui sont quand même, très enfin, très longs. Pour leur, pitch en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait pas forcément imaginer que ça puisse durer 2h15, 2h40 pour traîner le bitume, mais il me semble, une bonne tomahawk, ça durait 2h15 aussi. C'est ouais, c'est la même durée que Section 99, c'est 2h10, 2h15, un truc comme ça. Ouais, voilà. Mais bah, déjà moi pour vous expliquer un peu mon rapport à Zalor, c'est vrai que j'ai découvert justement, sur tes conseils, Traîner sur le bitume à l'époque. J'avais beaucoup aimé, moi ça me rappelait, presque un petit peu aussi des films des années 70 où le milieu policier était représenté, avec justement ce que tu dis, une certaine frontalité et un regard, qui est cru en fait sur les conditions de vie des policiers. Qui sont amenés en fait au-delà de leur, travail professionnel à subir au quotidien dans leur intimité, dans leur sphère privée en fait, toute une, série, de tensions et je pensais notamment par exemple au Flics ne dorment pas la nuit, le film de Richard Fleischer que j'adore et qui lui aussi, travaille justement un souffle tragique sur la condition des policiers en fait, Ouais, c'est un super film aussi, ouais. Ouais, ouais, vraiment, enfin, personnellement, c'est vraiment un des films que je préfère du nouvel Hollywood et donc c'est ce même rapport, en fait, entre, ce qu'on doit faire et ce qu'on voudrait faire, en fait, qui, je trouve, traverse un petit peu aussi, le cinéma de Zahler sur ce que j'ai pu voir et donc pour, commencer à parler de ce film, Section 99, bon, enfin, personnellement, je vois le cinéma de Zahler comme un cinéma qui est très enfin, qui est tragique. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Axel, mais en fait, il y a justement ce que tu disais, le rapport peut-être au théâtre, chez Zahler qui s'exprime dans son cinéma, dans la mesure où, en fait, on suit quand même très souvent, en tout cas sur les 2 films que j'ai vus, on suit un personnage qui a presque la figure d'un martyr, en fait, qui est sur le point de pouvoir accéder à une forme de rédemption, mais qui n'y parvient, finalement, pas entre guillemets, à la minute même où il pourrait y accéder entre guillemets, il atteint pas tout à fait ce seuil-là en fait de rédemption et dans ce film en particulier, moi je trouve ça s'exprime par un motif, qui est la violence, enfin comme tu l'as dit, la violence qui traversait aussi déjà, Traîner sur le bitume, hein, très clairement, parce que là on était sur un récit policier, vraiment type encore une fois, qu'on pourrait rattacher au film d'exploitation mais il développait, d'une manière assez brillante parce que lente, parce que c'est vrai que comme tu le dis, mine de rien, il y a quand même, beaucoup de scènes qui s'étirent en fait, hein, sur un espace-temps et sur des lieux qui restent, entre guillemets «qui restent stables», hein, parfois proches même, du huis clos en tout cas, sur 30-40 minutes et donc ici, pour moi, il y a vraiment une présentation en fait de la violence qui est progressive. Et alors, en fait, tu as commencé à en parler parce que le personnage donc de, Bradley, dès le début du film, il rentre chez lui après s'être fait virer en fait, et il remarque que sa femme a été prise en fait au cou, à la gorge, hein, plutôt au cou et qu'elle entretient une liaison avec un autre et juste après en fait, il va venir se défouler sur la voiture et il va venir démonter vraiment la voiture, quitte à même à en fait, il va venir carrément, démonter le pare enfin le ouais. Ouais, c'est ça. Heu, C'est il en ouais, c'est fait, ça. ouais, il fout des coups de poing dans la voiture et ce qui est hyper étonnant, c'est qu'en fait, il est en même temps déchaîné, mais en même temps, Ouais. quand il pète le phare ou je sais plus si c'est le phare ou le rétro, il
méticuleusement, il va chercher les fils et cetera. Donc c'est hyper bizarre C'est à ça. quel point, en fait, c'est en même temps très brutal, en même temps, c'est maîtrisé, quoi. Tu sens qu'il veut maîtriser Mmh. ce qu'il a pas l'habitude de maîtriser ou peut-être pas. Enfin bref, c'est hyper ambigu, quoi. C'est vraiment bizarre. Ouais. Bah, puis quelque part pour moi ça induit quand même, une violence qui est assez refoulée parce qu'on a l'impression que ce qu'il fait à la voiture, c'est ce qu'il ne fait pas à sa femme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais, qu'il exactement. vient carrément l'abîmer de l'intérieur. On a l'impression qu'il est en train de tuer la voiture. Enfin, c'est-à-dire qu'en soi, il ne tue personne, mais je trouve que le personnage est vraiment déjà représenté comme, comme quelqu'un qui est ouais, enfin, qui a un passé criminel et qui est tout simplement extrêmement dangereux. Et je Ouais. trouve que toute cette scène-là qui dure à peu près 3-4, enfin, ouais, 2-3 minutes, elle est vraiment frappante, quoi. Et donc du coup, pour parler un peu de cette violence, alors je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai jamais l'impression qu'elle est gratuite et encore moins jubilatoire. J'ai plutôt l'impression, comme ce que tu disais, qu'elle est pénible, qu'elle est parfois même à la lisière du supportable, on va dire, et qu'elle est surtout construite. Parce qu'en fait, on va dire que les fractures, la manière dont le personnage va venir parfois enfin pas exécuter, mais ouais, venir tuer par exemple, les gardes du corps, les sbires et cetera. Justement, elle est mise en scène dans une frontalité, je trouve, qui refuse le spectaculaire, quoi. J'ai l'impression vraiment que c'est un cinéma qui est presque dans une forme de pesanteur. C'est-à-dire que, on nous montre vraiment la brutalité dans une épaisseur, presque enfin vraiment une épaisseur, matérielle, on va dire, qui Ouais, rend ça viscéral, mais en même temps, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans l'atrocité, même si elle est enfin, comme tu le disais, un peu grotesque, hein, parce qu'évidemment, elle est un peu exagérée, mais à chaque fois, on insiste sur les uppercuts, sur les coups davantage que sur le résultat, quoi. bah, Je c'est trouve, ça. enfin, que sur le résultat des combats, entre Ouais, guillemets. ouais, mais c'est ça qui est hyper ambivalent, en fait. C'est que d'un côté, en même temps, en fait, dès qu'il arrive à Redleaf, qui est la prison de haute sécurité, hein, en gros, pour ceux qui ont pas compris. Mais en gros, quand il arrive là-bas, déjà l'environnement, enfin, quand il rencontre Don Johnson, il lui dit, que Redleaf, c'est, la prison dans la prison. Et là, tu fais: «Bon d'accord, OK». C'est complètement grotesque, quoi. C'est le mec qui vient de sortir de Mmh. prison et puis il va dans une autre prison où on lui dit que, bah, c'est sécurité, maximale et en fait, liberté minimale. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras à rien faire, tu auras à Mmh. rien du tout, machin. L'autre, il rentre, à moitié quand il rentre à Redleaf, on a l'impression que, enfin, c'est quasiment des catacombes, quoi. C'est un univers, complètement, fantasmagorique presque. On lui met une ceinture pour dès qu'il fait une connerie, la ceinture, elle va Ah. lui envoyer des ondes de choc pour qu'il enfin, c'est complètement, over the top, quoi. Et d'un côté, vu que enfin, c'est tellement bien représenté et parce qu'en fait, on y croit à ce truc-là, parce qu'on s'est en plus attaché au personnage avant, que en fait, ça passe tout seul. C'est-à-dire que et quand même quand il y a des scènes de combat, alors qui sont chorégraphiées, j'ai envie de dire avec les corps des acteurs, mais par contre, elles sont pas chorégraphiées d'un point de vue de la de du découpage ou de la mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on va rester en plan large, enfin, ouais, des plans assez larges, en fait, sur les personnages où on va voir les coups portés et cetera. C'est-à-dire que en plus, chaque coup qui est porté, on les ressent parce qu'en fait, on les voit dans leur entièreté, quoi, donc c'est assez Mmh. marquant. Et donc oui, c'est pour ça qu'à mon avis, il y a une attention portée à la matérialité des corps, effectivement. Alors, moi, Mmh. c'est en ça où je pense que Zahler, c'est une voix intéressante du cinéma américain, c'est que comparé à beaucoup d'autres cinéastes, d'action ou enfin beaucoup de films d'action qu'on voit, sortir en salle, des films d'action américains qu'on voit, totalement bateaux où en fait on ne voit rien ou ressent rien ou alors, en fait, il y a une perte totale de la matérialité des corps. C'est-à-dire que ce qui intéresse, c'est plus le côté numérique ou alors même des cinéastes hyper intéressants comme, je sais pas, comme Michael Mann, comme Fincher et cetera, où il y a en même temps cette matérialité des corps, mais on sent aussi que les individus se tentent de se dissoudre en fait, à travers le monde qui est dépeint. Parce que c'est plutôt des Ouais. cinéastes, je pense, avant-gardistes, mais plutôt sur le côté numérique et totalement, ouais, le côté informatique et cetera. Enfin, la fin de carrière de Fincher, c'est ça. Mann, c'est ce qu'il essaie de construire, je pense, depuis, Miami Vice. Heu et du coup, en fait, Zeller apparaît un peu comme un ovni parce que en fait, il y a en même temps ce côté où, l'homme a perdu totalement le sens du langage, toute communication. En fait, plus rien n'est possible et en même temps, en fait, cette matérialité-là, cette absence de communication
En fait, c'est matérialisé par la violence, mais une violence qui est elle-même très corporelle, très charnelle, très, enfin, il insiste vraiment sur, le côté Mmh. graphique, le côté graphique de ça. Donc, c'est vraiment hyper intéressant cette ambivalence-là, je trouve, qu'il y a chez Liu. Et puis et quitte à parler du corps aussi, c'est vrai que alors j'ai peut-être pas assez de souvenirs précis, sur ces détails-là de traîner sur le bitume. En tout cas, dans Section 99, si je me trompe pas, le personnage est atteint d'un cancer, qui le touche, sur sa santé, enfin, si je dis pas de bêtises, hein, il me Je semble. crois que c'est ça, je Il me crois, semble, je hein. sais plus, je sais plus exactement, Il mais je crois que c'est ça. il me semble qu'il a une leucémie d'ailleurs, enfin, c'est pour ça qu'il est chauve, hein, en partie et puis, bah, surtout, en fait, la menace concrète, c'est d'aller, avorter, en fait, le bébé, hein. C'est d'aller quelque part lui retirer, une partie du corps parce que, enfin, moi, j'interprète presque comme ça. Ouais, C'est-à-dire que ce qui est le plus vital pour le personnage, c'est presque pas sa condition individuelle, mais on a vraiment l'impression que c'est cet enfant, entre guillemets, «son dernier espoir» parce qu'en c'est plus, ça. il a des problèmes de couple avec sa femme. Cet enfant pour lui, c'est une renaissance, en fait, c'est sa renaissance Oui, et il est prêt, en fait, à tout sacrifier et pour vraiment atteindre ça et après sur la question du corps, moi, j'ai eu cette impression également que les plus grandes scènes d'humiliation, en fait, pour le personnage, c'est celles où en fait, il doit se livrer à nu. C'est-à-dire, c'est-à-dire que quand il est devant les gardes, tu sais qu'il doit se déshabiller pour les fouilles et cetera. On a vraiment l'impression que là, il est mis à l'aise et enfin, justement, il n'est pas mis à l'aise parce que, entre guillemets, il peut plus cacher vraiment sa nature propre, en fait, de boxeur, sa nature violente, et exactement. qui est presque, en fait, un animal, hein, parce que dans le film, en fait, on vient écraser, le personnage dans des cellules qui sont de pire en pire, hein, comme tu dis, en fait, il y a une forme enfin, moi, je trouve, il y a une forme presque de nihilisme, on pourrait dire, un peu structurel où, step by step, entre guillemets, on atteint un cadre qui est de plus en plus, terrifiant, qui est cauchemardesque, Bah, c'est en fait, et c'est une descente aux enfers littérale, quoi, à la fin, c'est ça, clairement. c'est ça et donc la prison, elle est presque et c'est là où je trouve le film vraiment vraiment passionnant, c'est que pour moi, elle est moins filmée comme une institution que plutôt juste une structure, d'écrasement en fait, qui vient écraser le corps physiquement, mais on s'intéresse pas tellement finalement justement aux tensions entre les membres, dans la prison, les réactions des gardes et cetera, la corruption. Je trouve que c'est pas évoqué et tant mieux parce que le film n'alourdit pas son propos justement sur un truc qu'on a vu 10 000 fois dans plein de films de prison. Là, c'est juste tout simplement entre guillemets la poussée vers la violence qui est de plus en plus, qui est de plus en plus précise pour le personnage par justement cet écrasement physique en fait. Peut-être qu'il s'approche d'un lieu en fait qui aspire au néant quoi, c'est le Ouais, néant qui de puis que l'humanité. c'est ça, qui le confine en plus, qui le les couloirs sont de plus en plus étroits, c'est de plus en plus sombre, on voit quasiment rien à la fin, enfin, c'est Ouais. c'est ça qui est ouais, c'est littéralement de toute façon, je pense que c'est littéralement une descente aux enfers et finalement les 3 films de Zahler, c'est ça, hein, de toute façon à chaque fois, hein. Bon Tomahawk quand ils rejoignent les troglodytes à la fin, c'est pareil, c'est une caverne, tu as l'impression, que qu'ils sont littéralement en enfer, traîner sur le bitume les 40 dernières minutes complètement dingues où, il y a Mel Gibson et Vince Vaughn qui poursuivent, les braqueurs et qui quand ça s'arrête sur, un espèce de parking en face d'un hangar, avec cette lumière, assez jaunâtre, assez artificielle d'ailleurs, mais pareil, il y a plein de fumée, et cetera, enfin, c'est littéralement à chaque fois à la fin, c'est la traversée de l'enfer, quoi, de toute façon. Donc, je pense qu'il y Mmh. a un certain rapport à ça, à la pas forcément à la religion, parce que je pense pas que ce soit un truc religieux, mais, il y a quand même un truc hyper symbolique, là-dedans, j'ai l'impression. Ouais. Donc, ouais, non, c'est hyper intéressant aussi à ce niveau-là et puis comme tu le Mmh. dis, le j'ai l'impression à chaque fois, c'est ça chez Zeller, c'est que les individus n'arrive pas en fait, finalement à se mouvoir en fait dans une espèce de marasme symbolique à chaque fois parce que Bon Tomahawk, c'est le western, c'est le marasme économique et cetera. Dans Section 99, pareil, il a plus de taf, au niveau de l'argent, c'est galère. Par contre, il y a une ellipse, juste après où il a réussi à récupérer, donc sous boulot de enfin, à faire, du coup, il est, comment dire? Coursier pour de la drogue avec enfin, pour un ami à lui
et là, il a une nouvelle maison, une nouvelle voiture, tout ça. Mais finalement, on se rend compte quand même qu'il y a un creux en lui parce que, heu, enfin, j'ai l'impression que même si la relation avec sa femme, elle est plutôt très belle, moi je trouve, il force jamais ça. Ça a l'air de toute façon, c'est ça qui est bien avec ce cinéaste-là, c'est que ça force jamais le trait. Mais d'une Mmh. certaine manière, j'ai quand même l'impression qu'il manque un truc, quoi, tu vois? Tu as l'impression que le matériel est là, genre le la nouvelle voiture, la nouvelle maison, plus grand, beaucoup plus grande qu'avant. Ils sont tranquilles, un petit peu éloignés de la ville, on a l'impression. Heu, il a une nouvelle tenue, machin, mais j'ai l'impression qu'en attendant ce bébé-là, je sais pas, j'ai l'impression il manque quelque chose, quoi, Ouais, c'est et sûr. voilà. Mmh. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi, j'ai plutôt l'impression que, la relation qu'il entretient avec sa femme, le fait qu'il a un enfant, c'est pour être honnête, je pense que c'est presque un «prétexte» entre guillemets au véritable, en fait, au chemin de croix entre guillemets, et à cette lutte intérieure du personnage pour le film, que véritablement ce qui passionne Zahler, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, même si voilà ça reste très intéressant. Je pense que c'est surtout pour surligner, ouais, en fait, enfin, cet apparat, en fait, enfin, c'est presque cette mythologie américaine, en fait, d'aller pouvoir se reconstruire par le matériel, par la naissance, d du coup, de sa progéniture, Ouais, heu mais qu'il y a un et truc cetera. qui est un truc très, excuse-moi, je te coupe, hein, mais qui est un truc très, Ah, bah, vas-y. comme tu dis, très proprement américain parce qu'en plus, c'est très, comment dire? Très orienté vers la famille, on sait que la famille dans l'histoire du cinéma, enfin, même dans l'histoire américaine, tout court, c'est un peu une clé de voûte, on va dire pour, comprendre Mmh, la liberté de chaque individu, pour, c'est un peu le cercle à protéger et cetera. Donc on pourrait se dire parce que il y a eu des critiques, hein, de ça, notamment sur Traîner sur le bitume où, oui, c'est réactionnaire, machin, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que finalement, déjà les individus, bien que comment dire? Ils sont constitués dans leur individualité totale et cetera machin, il y a quand même un truc où ils pensent pas qu'à leur gueule, quoi, et ils pensent, aussi, à leur famille notamment, et c'est un truc très, très ambigu encore une fois parce que moi je pense que c'est de toute façon j'écris un peu ça dans mon mémoire, mais je pense que c'est quelqu'un qui, enfin Zahler, je pense que, et notamment avec les acteurs qu'il prend, en particulier Vince Vaughn et Mel Gibson, mais un peu Kurt Russell aussi. Je pense que c'est, un mec qui est, à mon avis, qui doit être de droite, mais libertarienne. En fait, c'est ça qui est très ambivalent chez lui, c'est qu'il y a en même temps ce désir de d'aller un peu vers l'avant, mais tout en essayant de garder ce truc qu'on a gardé en fait depuis qu'on a constitué notre famille. Il faut pas que ça pète, quoi, et pourtant ça va péter. Donc parce mmh, qu'en fait, il y a pas d'autre moyen que d'arriver, comment dire? À ce terme-là, pour, enfin, ouais, il y a pas moyen d'avancer sans violence, tu as l'impression, et c'est ouais, notamment dû, certes, à la société en elle-même qui est dépeinte, au marasme économique, symbolique, à la ville, aux villes fictives, parce que ça, c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que d'ailleurs dans ces 3 films, les lieux n'existent pas, hein. Donc que des lieux, des villes qui sont fictives, hein, qui sont totalement inventées. Ça, c'est hyper intéressant aussi, mais bref, enfin, c'est un truc où qui est, ouais, c'est en même temps, on est contraint par la société, mais en même temps, tu sens que, il va falloir en fait, à n'importe quel prix, en fait, il faut y arriver, quoi. Donc non, ouais, c'est hyper intéressant. mmh. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, bah, de toute façon, cette obsession, de protéger, sa enfin, entre guillemets, de protéger sa propriété aux États-Unis. Parce que l'enfant, c'est quelque part aussi, une entre guillemets, perçu comme une propriété en fait, hein, en vérité, c'est enfin quelque part, tu touches à mon enfant, tu touches à ma personne, tu touches à ma maison, C'est ça tu touches à exactement. ma personne, tu touches à ma femme, tu touches à ma personne et donc du coup, ben, moi je vais venir, répliquer, enfin je vais venir te faire la même chose. Je vais venir me venger, heu, je vais m'insérer dans ton domicile, je vais menacer ta femme, je vais menacer ton enfant. Et puis voilà et puis on va faire un règlement de compte, quoi. Donc ouais, ouais, non, non, mais enfin, c'est exactement ça, hein. Alors après, juste, enfin, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la religion, c'est vrai que le personnage, il a une croix, en fait, hein, sur le dos du crâne. Non, ça se Mais ouais, comme ouais, tu dis, moi c'est je ça. moi je pense que, en fait, déjà, le personnage de Bradley, je pense pas que ce soit un religieux, genre au sens dogmatique.
mais qu'en fait enfin sa trajectoire dans le film, c'est vrai qu'elle pourrait se rapprocher peut-être d'un mouvement un peu spirituel. C'est-à-dire que son corps, ouais, on pourrait peut-être presque le voir comme celui d'un combat intérieur en fait, hein, qui est absolu et justement ce entre guillemets, ce passage d'une prison, d'un bloc à l'autre, comme ça, comme un véritable chemin de croix où en fait la souffrance elle est de plus en plus forte, hein. De toute façon, c'est ce que je disais au début, c'est cette figure du martyr, hein, en fait, hein, qui en fait lui, n'agit pas par intérêt personnel, ni pour une idéologie, mais juste il veut sauver sa femme et son enfant, donc en fait, il va agir finalement quand même pour une idée qui est bonne en soi, une idée qui est bonne et il est prêt à souiller son corps, à souiller son intégrité en fait, hein et donc il y a quelque chose qui est presque proche de ouais, de une sorte de Christ un peu vengeur quoi, qui encaisse, qui endure et qui le fait pour les autres. Mais c'est ouais, Mais c'est exactement ça. mmh, mais du coup, ouais, sans ce lien direct en fait à la religion catholique par exemple. Je pense pas non, non, je pense pas que ce soit ça exactement, mais en tout cas, ouais, bah, de toute façon, faut quand même le rappeler, mais voilà, enfin, la religion catholique, enfin, les protestants, aux États-Unis, surtout dans le sud des États-Unis, Mais de toute façon, mais enfin, mais pas alors il que, hein, pré c'est ouais. c'est surprésent. Il précise, Zahler a déjà dit, que alors il a été élevé dans la religion juive, mais lui, il précise qu'il est athée, tu vois? Donc c'est assez intéressant, je pense, mais j ouais, ouais, on n'est pas du tout là enfin, par exemple, tu vois, on n'est pas chez Mel Gibson, qui va faire La Passion du Christ ou tu vois? Ouais, Je non, pense que non, non. c'est pas du tout ça. Par contre, je vais revenir sur un truc que tu as dit qui est intéressant, c'est que justement dans cette figure-là de vengeur un petit peu, du Christ qui vient, je sais pas, qui vient, faire un dernier jet comme ça, un peu à l'arrache. Je pense qu'il y a ce côté parce que toi, tu disais que la violence, elle était pas jouissive, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a un côté Ouais. cathartique quand même. Je pense qu'il y a un côté Mmh. cathartique où en fait, enfin moi, j'avais l'impression quand même que, quand je vois Vince Vaughn, défoncer des gueules parce qu'en fait, c'est le seul moyen qu'il a pour sauver sa femme, moi, j'étais content, tu vois? Moi, j'ai genre, Mmh mh, bien sûr, j'ai quand même eu cette petite jubilation ou même, à la fin quand il pète la gueule des mecs, à Red Leaf là, et il y a quand même un plaisir, je trouve, à voir, cette violence-là. Après, c'est là où c'est ambivalent, c'est qu'on n'est pas que sur de la jouissance et c'est là où ah, justement, c'est ouais. très intéressant. Mmh. Donc non, mais 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 je suis d'accord et pas d'accord, mais quoi, mais mais oui. c'est vrai. Mais c'est vrai parce que je pense qu'on pourrait, en fait, on pourrait presque reprocher au film, on pourrait même carrément reprocher au film qu'en vérité, sur la durée, il entre guillemets, «Zaller», il peut créer une forme de fascination un peu glauque, en fait, sur son personnage, hein, une sorte de martyr C'est qu'il ça. idéalise et ça, c'est vrai que je peux en fait, je pourrais comprendre, tu vois, qu'on reproche à Zaller de faire ça. C'est-à-dire que la s enfin, c'est-à-dire que cette violence qu'on rejette quand même pendant une bonne partie du film, on finit par l'intégrer parce qu'en plus, elle revient quand même assez souvent. Bon, je pense que la première scène vraiment très choc, c'est celle, où Bradley casse le bras du garde là, ça c'est vraiment une scène, Oh putain, la scène de fou. et c'est vraiment une scène de fou et tu vois, genre typiquement cette scène-là, moi j'avoue je l'ai subie, enfin je l'ai subie visuellement. Ouais, ouais. J'ai pas eu de la jouissance, mais c'est vrai que, par exemple sur le climax du film, et là je pense notamment justement à ce choix de mise en scène, tu sais, sur sa femme qui en fait va venir s'emparer du sniper Ouais. et va venir tuer justement l'homme, dont tu parlais, enfin c'est l'acteur là, j'ai oublié son nom, mais bref, c'est Oui. le vieux en gros qui menace en fait, au tout départ Ah, c'est Udo Kier? heu, la Udo mort de Kier, l'enfant. Voilà, ouais. exactement et tu vois en fait là, tu as vraiment un choix de mise en scène où on insiste bien sur le côté, libérateur, enfin, ouais vraiment, ouais, enfin ce côté libérateur dans le geste d'aller tuer l'autre, Oui. mais même avant en soi quand le personnage de Bradley du coup, vient liquider, tous les autres avant de se rendre. C'est vrai que, ouais, comme tu dis, on peut quand même prendre de la enfin, on peut clairement prendre de la jubilation et bon, moi, ça m'a pas forcément dérangé parce que d'un autre côté, je trouve ce rapport-là à la violence qui est très intéressant, qui nous met, en Bien fait, sûr. nous, dans une position de spectateur inconfortable. Bah, C'est en partie pour ça que c'est moi, très je le vois ambigu. pas de façon C'est très négative. ambigu. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Moi, c'est vraiment en fait, le rapport ambivalent. Est-ce que
est-ce que ce personnage-là, je dois l'apprécier, parce que, en fait, bah, finalement, il a raison, tu vois, de faire sa vengeance ou en fait, ses actes, ça reste ignoble et voilà, enfin, c'est pas possible, en fait. La mise en Oui. scène, me dit que je peux l'apprécier, mais non, non, ça reste une ordure. Ouais, mais après la mise en scène, elle te ouais, elle force pas non plus le trait dans le sens où ça reste, on en parlait en off, mais ça reste assez distancié Oui. dans les chorégraphies notamment, même si on voit tout et cetera et puis c'est quand même un enfin moi j'éprouve un plaisir à chaque fois à voir ce corps massif, surtout Vince Vaughn qui est habitué d'habitude à faire des comédies, dans le début des années 2000, on le connaît quasiment que pour ça et là le voir, défoncer des gueules, dans une prison, ça fait vraiment plaisir dans un certain rien que pour ça, tu vois? Mais Ouais. il y a quand même, oui, c'est cet effet distancié de la caméra et je pense que parce que tu commençais à parler de mise en scène, moi, c'est un truc, que je remarque, dans les 3 films de Zeller, c'est qu'en fait, là où je pense qu'il commence à trouver véritablement sa patte sur Section 99 et il affirme sur Traîner sur le bitume, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un plan large, le personnage est en maîtrise de l'espace, en fait, qu'il est, dans l'espace dans lequel il est en maîtrise de la situation, en fait, quasiment et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que dès qu'on va se rapprocher un petit peu plus, en termes d'échelle de plan, là, le personnage va commencer à perdre le contrôle, en fait. Et même Mmh. c'est pour ça que, je pense qu'il y a d'ailleurs ça fait un peu partie de mon titre, de mon mémoire. C'est pour ça qu'il y a une violence maîtrisée et que c'est hyper ambigu rien qu'on parle quand on parle de ça, violence maîtrisée, on se dit: «Mais ça va pas ensemble les 2. Et pourtant si, parce qu'en Mmh. fait, dès qu'il y a un plan, en fait, quand il y a un plan large et que le personnage se met à affronter quelqu'un, bah, en fait, il maîtrise ce qu'il est en train de faire. Donc forcément, il faut que l'espace soit assez étendu pour voir l'ensemble des coups et cetera. Enfin bref, il y a vraiment un truc hyper intéressant à ce niveau-là, je trouve, en termes de choix ouais, de choix des échelles ouais, des les échelles de plan choisies et cetera, au niveau du découpage et c'est, ouais, c'est particulièrement intéressant et puis aussi ce truc, moi que j'aime bien, c'est, pour revenir un peu sur le corps en lui-même, c'est que, je trouve que plus le film avance et plus en fait le corps de Vince Vaughn, devient, quasiment figural, quasiment, abstrait en fait. C'est-à-dire Ouais, bien qu'au sûr. début, Je c'est suis ouais, d'accord. ouais, c'est un individu, où on a sa personnalité, on comprend qui il est, on comprend, pourquoi il fait ça et cetera et plus on avance dans le film et malgré qu'on a toujours cet enjeu il faut, garder sa femme en vie parce qu'on sait qu'elle a été kidnappée, on sait qu'elle est, à 2 doigts de mourir, en plus elle est enceinte et cetera, faut garder l'enfant. On a cet enjeu-là, mais pourtant, plus le film avance et plus je trouve, en termes, ouais, purement, cinématographiques, la le corps de Vince Vaughn devient complètement abstrait quoi, figural. C'est Bien quasiment un sûr. truc, fantasmagorique, à la fin, et c'est hyper, ouais, c'est hyper impressionnant je trouve. Ouais, bah, c'est enfin, ça résonne en partie avec ce qu'on disait juste avant sur le peu le côté, «martyr» entre guillemets. Il incarne en fait une posture, sacrificielle quoi qui devient, ouais, comme tu dis, abstraite et en fait, enfin, c'est vrai qu'on pourrait enfin, je pense que certains pourraient presque le voir comme, quelque part une sorte de représentation de l'homme blanc en fait, type américain, violent, viriliste en fait, qui est brisé, qui porte, seul en fait le fardeau du monde en fait, avec son corps Oui. et avec sa liberté, avec le peu de liberté qu'on lui donne en fait au fur et à mesure du film et donc enfin en fait, j'ai presque l'impression de voir, ouais, justement cette représentation viriliste qui en devient mélancolique, mais j'ai envie de dire, enfin pas dans le sens négatif du terme, hein, mais justement ça en fait le entre guillemets, le enfin, ouais, on va dire la figure toute entre guillemets, «toute puissante», du cinéma américain qui qui entre guillemets «est brisée» mais qui essaie de retrouver, sa splendeur. Bien sûr, mais de Tu toute vois? façon, C'est ça un je peu comme ça que je le vois. ah oui, non, mais c'est totalement ça. De toute façon, moi, je parle un peu de ça dans mon mémoire en filigrane. C'est qu'en fait, ce qui est hyper intéressant et tu l'as en fait, tu l'as littéralement dit, c'est qu'en fait, on pourrait penser que c'est un cinéma, très viriliste parce que ça s'intéresse aux mecs et puis qu'à chaque fois la femme, de toute façon et c'est ça dans Traîner sur le bitume, c'est ça dans Bone Tomahawk, la femme, elle est soit très mise en retrait ou alors elle est kidnappée, elle est enfin, tu vois?
Mais sauf que, Mmh. en fait, ce que mais ça, malheureusement, aujourd'hui, les gens comprennent pas trop. Dès que c'est un peu subtil, tu vois, faut un petit peu réfléchir, donc c'est un peu compliqué pour certaines personnes, je pense, sans, le truc, c'est que en fait, c'est pas parce que c'est même pas tu t'intéresses, c'est pas parce que tu veux dépeindre ou tu veux essayer de comprendre et de t'intéresser à des personnages, ultra masculinistes, parce qu'en vérité, c'est ça, c'est que Ouais. c'est des hommes virils, très masculins. Enfin, tu vois, Vince Vaughn dans Section 99, il veut que ça soit lui qui s'occupe de sa femme, il veut pas qu'elle prenne un couteau parce que sinon elle va se blesser. Mmh. Enfin, tu vois, Ah c'est puis vraiment puis, ça. et puis aussi tu retrouves en fait, tu retrouves un humour de sa part qui est complètement, de l'ordre, de l'intimidation. Ah bah, De oui, l'intimidation, en fait, sur les qualités, de l'homme, en fait, hein. bien Enfin, sûr, quand il vient intimider justement les gardes, les ennemis et cetera, il le fait, mais totalement parce qu'en fait, lui pense être le modèle, en fait, exactement. de l'homme, quoi. Exactement et c'est ça qui est hyper intéressant en fait dans le cinéma de Steven Craig-Zahler, c'est que d'un côté, en fait, le virilisme est là, mais en fait, il est au contraire, il est ébranlé. En fait, il le comment dire? Il le représente constamment comme un truc, en fait, je sais pas, une individualité qui est s en fait, qui finit par être seule. En fait, c'est des hommes qui finissent par être seuls au final. Donc parce qu'en fait, ils à cause de ce virilisme-là, à cause de cette, violence qui va, parfois très, très loin et cetera. Certes, il y a la société qui est à côté, il y a tout ce truc-là, cet enjeu, qu'il faut sauver et cetera. Mais en fait, cette individualité viriliste, finit par, isoler, en fait. C'est ça que je trouve, très beau et Mmh. ça, c'est ce qui se passe un peu dans Section 99 aussi. Surtout, moi, je pense à Traîner sur le bitume où c'est l'exemple parfait. Hem et même dans Bone Tomahawk, il y a un côté comme ça où les lois sont renversées, enfin, c'est hyper intéressant et du coup, c'est ça qui est très subtil et je pense qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on s'intéresse ou qu'on dépeint des personnages qui sont virilistes qu'en fait, on les filme comme tels. C'est que Ouais. Zeller, au contraire, lui, il va pas mentir. En fait, il va pas se cacher, il va pas mentir que: «OK, ces figures-là sont comme ça et bah, je vais les représenter comme ça mais on voit bien, au fur et à mesure du film Section 99 et de tous ces autres films C'est comme ça, qu'en fait cet aspect-là de la masculinité, totale et absolue, finit par isoler en fait ces individus. Donc c'est ça que je trouve, Mmh. ouais, que je trouve très très intéressant et très stimulant, ouais. Mmh. Ouais, puis mine de rien, moi, je pense que c'est pas anodin en vrai que justement Zahler donne, entre guillemets «le dernier coup», le dé en entre guillemets «le coup de grâce», il le donne justement à sa femme. Qui quelque part reprend les rênes en fait à la fin du film. Non seulement parce qu'elle va pouvoir donner naissance au gamin, mais parce qu'elle achève en fait, le véritable responsable de l'enjeu principal du film, comme si la femme prenait le dessus, justement sur la les situations un peu patriarcales où l'homme, entre guillemets, était censé, justement reproduire le schéma qu'on attendait tous en matière d'action, de conflit Ouais, je suis d'accord avec toi, et ouais, de tension dramatique, on va dire. Et totalement. alors peut-être pour évoquer un truc moi qui me marque quand même, sur t à la fois sur Traîner le bitume et sur ce film, c'est justement je pense que tu seras complètement d'accord avec moi parce que bon, Zahler et toi ça fait 2. C'est justement le découpage narratif, on va dire. Parce qu'en fait, pour moi, ça rappelle justement beaucoup le roman, le chapitre, parce qu'on peut dire que là où c'est vrai qu'on a un découpage narratif qui est standardisé, depuis, depuis plus de 20 ans, je dirais, pour le film policier. Après, peut-être que ça l'était déjà avant, mais on va dire que là où d'habitude, c'est vrai que le montage traditionnel, on va dire, ça cherche l'efficacité, la tension rapide. Là, c'est vrai que comme on l'a déjà un petit peu évoqué, Zahler, il propose une narration qui est incompressible, on va dire, en temps lourd, hein, enfin, je veux dire, où il vient étirer les gestes, les Ouais, marches, les déplacements surtout, pour nous, en fait, pour nous forcer à justement habiter un peu ce qui est entre l'action. C'est-à-dire que nous, on attend l'action, mais lui, ce qui va faire le plus durer, c'est pas l'action, c'est ce qui se passe entre les moments d'action. bien On pourrait sûr, presque dire que c'est pas un cinéma qui justement, c'est pas un cinéma d'action à proprement parler, mais c'est un cinéma qui arpente un peu les lieux de l'action. Ouais, c'est un peu comme ça que je le vois et donc ouais, pour moi, ça en tout cas sur les 2 films qu'on enfin, que j'ai évoqués, ça culmine dans les séquences de déplacement.
à la fois les trajets vers la prison, les Bien sûr, transferts, les longs couloirs, bien sûr. et donc enfin, comme tu l'avais évoqué aussi, justement cette utilisation des plans fixes, les panoramiques, où on vient économiser en fait, les cuts. On vient économiser les cuts et on nous fait ressentir l'attente, le transport, la fatigue. Presque en fait aussi pour, je pense, dire, quelque chose, sur le capitalisme, en partie qui vient justement écraser les personnes. Parce que le film commence quand même aussi sur ce personnage qui se fait virer. Ça on l'a pas enfin on l'a évoqué Oui, rapidement, mais oui, il se fait virer et quelque part on vient le virer en fait de chacune de ses cellules. oui, Alors qu'en soi, en fait, lui, on a presque l'impression qu'il réagit par violence parce qu'il supporte plus, l'isolement. Ce qui est marrant, c'est qu'en soi, il est censé faire ça justement pour provoquer, pour pouvoir atteindre sa cible, mais on pourrait tout à fait aussi le percevoir comme le personnage qui, à force de «subir» entre guillemets le temps, parce qu'il se prend quand même 7 ans de prison, hein. C'est quand même, alors que de base, il pensait s'en prendre 4, se prend 7 ans de prison. Lui choisit de réagir par la violence. Est-ce qu'il le fait uniquement que parce qu'il doit le faire pour sauver son gosse, ou est-ce qu'il le fait aussi parce qu'il le ressent? Ça, je trouve que c'est une question du film aussi. bah, Mais du c'est coup, bien ce sûr, rapport au déplacement, c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir ton avis là-dessus. Surtout, bah, enfin, je pense notamment à ces romans. Enfin, si toi tu oui. penses que justement il y a ce côté un peu littéraire qui se ressent là dans Mais ce c'est une film? évidence, c'est une évi moi, c'est je pense pas que c'est une question, je pense que c'est une évidence. C'est-à-dire que alors moi, j'ai Ouais. lu, quasiment 3 romans, de lui. Je suis à la fin d'Exécution à Victory actuellement et j'ai lu, Une assemblée de chacals et Les spectres de la terre brisée. Alors pour info, pour ceux qui s'intéresseraient à lire ces romans, moi je vous les conseille. C'est alors il y en a 4, seulement 4 qui ont été édités en France malheureusement pour l'instant. Donc, il y a, comme je le disais, Une assemblée de chacals qui est son premier. Ensuite, il y a Les spectres de la terre brisée. Alors ces 2 premiers là, c'est des westerns. C'est des westerns noirs, hérité du roman noir, parce que c'est du western. Le troisième, on est sur un polar, un film, enfin ouais, un polar avec des bavures, de flics et cetera. Et le quatrième, c'est Dédale mortel que j'ai pas encore lu, mais qui est pareil, je crois, en espèce on est entre le thriller, le drame, le polar et le avec beaucoup de violence. Il me semble que c'est sur, l'histoire je crois que c'est sur l'histoire d'un proxénète, avec, enfin bref, c'est hyper chelou, mais je j'ai pas encore lu ce bouquin-là. Mais pour un petit peu parler vite fait de oui, de ce rapport-là à la narration, moi je pense que c'est très influencé par son talent de romancier, ouais, la manière dont il écrit. Il y a pas de raison, par exemple, que, des personnages, entre chaque action, surtout dans le cinéma américain où on sait que l'efficacité prime, il y a pas de rais mais ça, c'est un exemple pour le coup de modernité dans son cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, on est plus en face de personnages qui vont, essayer de comprendre la place dans leur monde, dans ce monde actuel et de, négocier en fait avec le réel. C'est-à-dire que, littéralement, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais dans Traîner sur le bitume, moi, l'exemple le plus flagrant que je prends, c'est, Mel Gibson et Vince Vaughn qui, en fait, en attendant, dans une voiture parce qu'ils je crois qu'ils attendent à ce moment-là les braqueurs, ou un des braqueurs en fait, pour voir à qui ils ont affaire, avant de se lancer à leur poursuite machin. Ils sont en train de manger des hamburgers, et genre la Mmh. scène, le plan, il dure, je sais pas combien de temps, où en fait c'est juste Vince Vaughn qui est en train de manger, son hamburger Ouais, et je m me souviens, je et Mel Gibson qui est à côté et qui lui parle, et Vince Vaughn lui, il est juste en train de bouffer. Et en fait, la scène, elle dure je sais pas combien de temps, c'est beaucoup trop long, mais en fait, c'est ce gras-là qui donne, en fait, la personnalité et la patte de Zahler, je pense, finalement. Et c'est je pense, c'est ce mmh. côté, en fait, où dans ses romans, c'est comme ça, dans Une assemblée de chacals, dans Respect de la terre brisée et dans L'exécution à Victory, bah, en fait, les personnages, ils parlent de trucs vraiment, qui n'ont rien à voir avec l'intrigue de base, mais on s'en fout parce que c'est ce qui fait un peu, je trouve, le charme et la sève, en fait, non seulement des personnages en eux-mêmes, mais de l'univers en lui-même. C'est-à-dire qu'on comprend, Mmh. je sais pas, toute l'ambiance, les personnages, le côté extrêmement, ouais, extrêmement trivial, extrêmement en fait, sur le quotidien de ces gens-là. Et du Mmh. coup, c'est là où il y a un côté moderne, je trouve. C'est Ouais. cet apport-là. Même si je peux comprendre et ça a déjà été reproché que, ça manque peut-être parfois un petit peu il faudrait resserrer ça un petit peu plus à l'os peut-être, parfois. C'est peut-être un peu trop,
bavard, de ton tu vois? Je peux comprendre ce Ouais, reproche-là parce ouais, que non, mais je comprends, voilà, mmh. donc Ouais, c'est vrai que enfin, je pense que Thaler vient étirer parfois justement l'inutile qui enfin, l'inutile, j'entends l'inutile narrativement comme, comme on peut l'entendre sur les récits, des genres, que Thaler reprend, mais justement c'est inutile qui en dit sur les personnages, qui les représente un peu plus précisément quoi, sur des scènes comme tu dis, banales, du quotidien. Et justement pour moi, il y a presque un jeu un peu, enfin c'est en fait, c'est une nouvelle façon je trouve de redéfinir le suspense aussi pour ces films-là. Parce qu'on ne sait jamais vraiment quand la violence intervient, je trouve. Parce que justement on ne nous prépare pas à cette violence narrativement, qu'on nous glisse des scènes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ah bah, comme ça, le dans le le quotidien. le braquage de Je trouve ça banque, cool. le braquage de banque d'Entrée sur le bitume en est un exemple, flagrant, Voilà, hein. exactement, exactement, ça c'est, bah, comme tu dis, typique. Et là, dans ce film, bah, justement, la scène qu'on évoquait, où le personnage va venir casser le bras du garde, on s'y attend pas du tout. Parce qu'en plus, enfin, en soi, si, on s'y attend un petit peu parce qu'on sait que le personnage va devoir provoquer, va devoir faire un truc pour, passer la cellule, accessible, on va dire, à celle qui est un peu plus compliquée. Mais à ce moment-là donné, surtout que le personnage du garde, justement, lui, se comporte d'une façon assez amicale, très très amiable d'ailleurs. Et qu'en fait, lui, il cherche même à le recruter pour jouer avec lui à la boxe. Ce qui est d'ailleurs paradoxal parce que le personnage paraît très sympathique, je trouve et quelque part, il lui propose une nouvelle manière de s'exprimer par la violence, donc c'est assez Ouais. paradoxal. Et donc ouais, non, non, enfin ça reste surprenant. Également, moi, c'est vrai que j'aurais bien voulu revenir vite fait sur des trucs qui pourraient être reprochés au film, que je pourrais comprendre. Moi qui, à titre personnel, me dérange pas plus que ça, mais qui je pense sont peut-être à préciser, c'est que, pour moi l'esthétique qui est véhiculée, par exemple dans ce film-là, je pense que quelque part on pourrait très bien se dire que, Escrech Daller aime quand même les systèmes oppressifs, parce qu'il vient pas les critiquer frontalement, mais qu'il les met en scène, tu vois, d'une façon à représenter les héros qui y survivent. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il vient pas critiquer la prison, comme un lieu d'oppression systémique. Pour moi, il vient représenter la prison, tu vois, comme un terrain de souffrance. C'est vraiment un lieu de souffrance, Ouais, mais il va pas venir le critiquer, tu vois, genre politiquement, sur les conditions, vraiment en fait, insister sur l'univers carcéral. Comme tu disais à un moment donné très justement, il y a ce truc où la prison va devenir un espace symbolique. Vraiment un espace, quelque part une forme de test moral et physique pour le personnage. Et bah, typiquement pour faire le lien avec un des films de notre podcast qu'on a évoqué, si on prend par exemple le film de Mervyn LeRoy qu'on avait évoqué, Je suis un évadé, mmh. je pense qu'on peut pas faire plus, contradictoire, tu vois, en termes d'approche. Bah, non, mais il y a rien à voir. Et Bah, bien sûr, bien sûr. voilà, voilà et alors du coup ça, je pourrais comprendre qu'on le reproche. Moi, je pense que c'est aussi une manière de se détourner du classicisme en partie, hein. C'est justement ce côté moderne, on va pas venir insister sur l'évidence, même si on n'a jamais assez de le dire, hein, que la prison est un système oppressif et brutal. D'ailleurs se tourne vers autre chose du coup. Elle cherche, quelque part une dimension plus métaphysique, Ouais, et puis abstraite quoi, dans la mais représentation du corps. et d'un autre côté, il y a pas non plus, par exemple, dans la représentation de la prison et notamment des individus qui y sont, des détenus, on n'est pas dans l'évadé d'Alcatraz, tu vois? On n'est pas dans ces choses-là où, par exemple, ce qui importe, c'est de je sais pas, de s'unir pour essayer de s'évader, je sais pas, il y a pas du tout ça aussi, ouais, c'est vrai que ça ressemble Ouais. enfin, je j'ai pas d'autres exemples, en fait, alors après, j'en ai pas vu suffisamment, hein, mais j'ai pas d'autres exemples de films de prison qui ressemblent à ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que de ce que j'ai vu, comme ça me paraît pas non, 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 c'est vrai que, mmh, bon tant mieux. Oui, oui, non, C'est mais c'est c'est une clair, limite. c'est clair. Non, c'est clair. Non et puis en plus, comme je l'ai dit, c'est hyper, ouais, c'est parce que tu dis en même temps, en fait, il critique pas cet aspect-là, mais je pense que je pense au plan, par exemple, où, en fait, quand il arrive à Redleaf, tu sais, quand il est descendu du bus et que là, tu as des espèces d'armées de gardes qui sont, derrière, Don Johnson.
et genre tu as un plan large où tu as, donc Vince Vaughn à gauche et puis, l'armée des mecs, à droite avec Don Johnson qui est juste devant Vince Vaughn en train de lui expliquer: «Mais petit pépère, en fait, là, ça va pas se passer comme ça et tu vas vite te calmer Mmh. ici, machin, je vais vite t'expliquer comment ça se passe» et en fait, le truc, c'est que rien que ce plan-là, pour moi, ça critique pas évidemment, mais en fait, genre, je me dis quand même que, ouais, bon, c'est quand même un bon système oppressif, quoi, tu vois? Ouais, ouais, Genre, non, en ouais, vrai, non, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. et Ah, je suis d'accord avec toi. mais comme tu dis, c'est subtil. Ouais, voilà. C'est vraiment pas évoqué frontalement et je pense quand même que oui, ça reste un espace où, en fait, c'est ce qu'on évoquait comme ambiguïté au début, c'est que il le fait, enfin Vince Vaughn se affronte les mecs en même temps parce qu'il est obligé, parce qu'il veut sauver sa femme, mais en même temps, tu te dis quand même que, est-ce que c'est pas parce que non plus c'est genre un espace où finalement il peut exprimer cette violence-là, tu vois? Et donc heu et donc oui, c'est ça qui est Mmh. hyper ambigu. Ouais, ouais, c'est C'est sûr. Non, non, mais tu as raison, hein, c'est vrai parce que surtout que, enfin, c'est un personnage sans vie, quoi, dès le début du film, le mec se fait virer, il revient chez lui, on a l'impression que, en fait, il cherche un nouvel espoir, un nouveau lendemain, mais ouais, il y a quand même une forme de résignation. Enfin, moi, j'ai presque l'impression qu'il est totalement passif, en fait, hein, sur tout le film et certes, il il sait se battre, il réagit par la violence, mais ouais, c'est un type qui est plus, un passeur, en fait, pour les autres, enfin, qui agit pour les autres, hein, bah, c'est ce que je disais, un peu une forme de Christ, même si, encore une fois, voilà, il ne s'agit pas de dire que le film est complètement dans une représentation, religieuse, mais ouais, c'est sûr. Mais donc du coup, c'est sûr, on pourrait y voir quelque part une fascination pour ce lieu. Moi, bon, je ne trouve pas, mais je tenais quand même à le préciser pour, pour ajouter quand même une oui, tu as lecture du raison, film, je pense qu'on peut tu as qu'on raison, peut qu'on peut faire. tu as raison. Et peut-être sur un autre truc, moi je pense qu'on pourrait peut-être reprocher, moi c'est pareil, ça me bon, enfin je trouve que c'est pas gênant, mais du coup il y a pas beaucoup de respiration en fait, hein. Vraiment c'est en fait, à la fois, comme on l'a expliqué, c'est un rythme qui est lent en soi, mais il y a pas de pause quoi dans la manière qu'on a de subir la violence en tant que spectateur, je trouve. D'autant que, pratiquement tous les personnages sont pratiquement sans vie, quoi. Enfin, on a l'impression que chacun, se tourne en fait, vers la mort, quoi. Enfin, que chacun, tourne autour de cette idée qu'il faut Bah, aller il y a venger l'autre. ouais, ouais, il y a un rapport assez noir de toute façon, je pense à la société en général, hein, dans les films de Thaler, d'entrée sur le Ouais, bitume, c'était ça aussi, et là, dans Section 99, c'est limite, ouais, c'est limite abusé à quel point, oui, tu as l'impression que c'est qu'en fait, il y a rien à sauver, quoi. Il y a personne à ouais, c'est ça. sauver et il y a rien. Vraiment, Mmh. Ah beh, il y a plus d'humanité, il y a plus rien. Mais en même temps, en fait, chez ce couple-là, tu as quand même envie de les voir, réussir, quoi. C'est ça ouais. qui est très beau Mmh. quand même, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être, ouais, c'est assez pessimiste, je pense, nihiliste, Ah je puis il y sais a pas, mais en tout cas, c'est très pessimiste. il y a un truc aussi, je trouve, qui est marquant, c'est qu'en vérité, sa femme, je trouve, elle agit pas, enfin, elle réagit pas forcément avec beaucoup de surprise, quoi, par rapport à ce qui se passe. On a presque l'impression qu'elle le sait, qu'elle l'accepte et qu'elle aussi, tu vois, elle est OK pour reproduire ce schéma de violence et justement, elle accepte complètement, en fait, la situation du personnage. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, pour le coup. Souvent, Oui. justement, au contraire, c'est un motif de séparation entre, Bah, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est je pense que, contrairement, je pense, à beaucoup de cinéastes américains qui seraient tombés dans le piège de ça, c'est qu'en fait, Zeller, il va pas tomber dans le et même dans beaucoup de situations, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas expliquées. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui genre, où on veut pas, je pense qu'il veut pas tomber dans le truc bête de la rationalité, tu vois? Ou de trucs, oui, de la vraisemblance, absolue, non, en fait, tu vois? Parce qu'en vrai, le dernier tiers du film, Heu, je pense qu'il y a pas grand-chose qui est vraisemblable, tu vois? Mais mais mine de rien, ça fonctionne quand même parce que, en termes de mise en scène, de représentation, tout ça, ça tous les potards sont, j'ai envie de dire, poussés à fond, mais il a cette capacité à, en termes de représentation, encore une fois,
à dépeindre, le ouais, la prison et ce personnage, de Bradley avec ouais, un regard qui est particulièrement en même temps attachant et en même temps un peu révulsant et en fait, c'est cette ambiguïté-là, je pense, qui fonctionne et Mmh. il y a pas besoin forcément de rationalité et notamment, oui, vis-à-vis de la réaction de Jennifer Carpenter, effectivement, on se dit, Ouais. c'est n'importe quoi, en fait et en fait, ça passe tout seul quand même. Ça passe tout seul. Mmh. Ah mais ça, bah, justement, en fait, c'est marrant parce que sur le coup, enfin, tout à l'heure, ça me rappelait, une discussion qu'on avait eue, sur les retours un peu énervés, par exemple, sur American Sniper, tu sais, de Clint Eastwood, où Ah bah, oui. certains vont dire que c'est un film, fasciste, parce que, du coup, on suit des Américains qui tuent Ouais, ouais, qui tuent absolument, tous les étrangers et que, du coup, le film est extrême droite conservateur et cetera. Alors que oui, on peut filmer des héros ou des anti-héros abjects qui se révèlent être abjects, mais par la mise en scène justement, mettre un peu de distance et c'est et le et regard du pas cinéaste qui compte, c'est, évidemment. ah voilà, c'est le principe de la mise en scène en fait. Enfin, c'est la même chose d'ailleurs, sur la littérature, la manière dont les mots sont formulés, dont les phrases, sont construites, dont les chapitres, sont construits quoi. Bah, surtout que là, tu vois, c'est d'accord entre guillemets, on filme la prison comme un terrain d'épreuve plus qu'entre guillemets, un l enfin plus que simplement, ouais, un lieu de souffrance. Pour moi, en fait, c'est ça presque une étape, en fait, nécessaire, on va dire, pour que le héros se révèle à lui-même. Je prends Oui, un exemple, mais par exemple, Pickpocket de Bresson, donc là, je pars, sur un autre cinéma, ben, le héros, il fait en fait, il y a un peu cette logique-là aussi. C'est-à-dire que le héros se révèle dans son passé, enfin, pas dans son passé, mais dans ses actes criminels, dans ses enfin, justement, dans ses délits. Il va se révéler à lui-même à la fin, en discutant avec sa femme et justement, il me semble qu'il est bah, lui aussi d'ailleurs, il est sur le point d'avoir une fille. Bah, du coup, ouais, il se révèle en détention après justement avoir commis ces crimes et ça veut pas dire que pour autant on approuvait ce que faisait le personnage parce qu'en plus Bresson, je veux dire, c'est le cinéaste qui lui, ne va absolument pas expliciter, dans ses films, entre guillemets, «la moralité des personnages». Enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi. oui, Mais oui, en bien sûr. et lui et puis même son héritier Paul Schrader, c'est des mecs qui vont pas venir t'expliquer, frontalement, vraiment, si le personnage agit, bien ou en mal, quoi. Ah bah, bien sûr que non. Non, non, mais c'est sûr et puis même, enfin, ouais, non, mais je suis totalement d'accord et puis, oui, ce qui compte, c'est la le comment on regarde, en fait, ce personnage-là et là, on peut en déduire quelque chose effectivement, hein. Parce qu'il y a des films américains qui sont, fascistes parce qu'ils dépeignent ça comme ça, mais parce qu'ils les regardent comme ça aussi, mais là, c'est pas le cas. Je pense que c'est beaucoup plus Mmh. subtil que ça et puis tu citais American Sniper, mais je pense que, bah, tu vois, Eastwood, à mon avis, c'est un truc aussi complexe et si ce n'est, oui, 10 fois plus complexe, que Steven Kriegshaller ou d'autres, entre guillemets, Mmh. droitiens, libertariens, enfin bref, je pense que c'est beaucoup plus Ouais, complexe que ça. Donc non, je suis totalement d'accord là-dessus. ouais. Il faudrait pas tomber dans le piège, en fait, d'assimiler forcément, ce qu'on voit justement, une œuvre, d'extrême droite pure. Surtout que, par exemple, dans ce film en question, comme on l'a rappelé, plusieurs fois, pas forcément en fait de regard très très politisé, très politique. Et ici, c'est simplement, ouais, la prison comme terrain sacrificiel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Je pense que véritablement. ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, même si, ça peut devenir politique, dans le traitement de l'individu en lui-même et je pense que, il y a un truc aussi, je crois que Oui, c'est, là-dessus, bien sûr. je crois que c'est un critique américain qui avait parlé de ce film et qui disait ça, c'est qu'il y avait un rapport à la crise ouvrière. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, on peut se dire aussi qu'en fait, il vient de perdre son taf, il veut recommencer une nouvelle vie, ça marche pas, il est en prison et qu'en fait, le type, sachant que c'est juste un bon patriotique, un ouvrier de base et cetera et bah, d'un coup, il pète un câble et puis mais comme un ouvrier, qui en aurait marre de son boulot et que sa vie c'est de la merde, pèterait un câble, tu vois? Et c'est, Ouais. et il me semble d'ailleurs pour la petite anecdote,
et je pense qu'on va bientôt, terminer sur ce film parce que Oui, ça oui, fait oui. déjà 1h10 qu'on D'accord, enregistre. Mais, mais, juste pour la petite anecdote, Zahler, quand il était en école de cinéma, il cite, alors c'est dans l'entretien qu'il avait fait pour le magazine, SoFilm où, en gros, il explique, que quand il était en école de cinéma, une fois, il a proposé une histoire où en fait, c'était juste un mec qui avait passé une sale journée et qui finit par et qui se fait, comment dire? Il se fait taquiner par un autre gars et sauf que en fait, vu que le gars avait passé une mauvaise journée, en fait, il pète un câble d'un coup, il lui casse le bras et ben, en fait, non seulement, en fait, tu penses à Section 99 quand tu penses à ça, mais tu penses aussi à ce truc-là que des fois, en fait, c'est juste, des mecs qui perdent le contrôle et qui pètent un plomb, quoi. Mais Zahler ne fait pas l'apologie de ce truc-là. Il dit: «C'est Mmh. intéressant de comprendre pourquoi» et de enfin, de ouais, de comprendre pourquoi et de les regarder, de cette manière pour, essayer de voir, ah oui, beh, qu'est-ce qui est arrivé pour que ça fasse ça, tu vois? Parce Mmh. qu'effectivement, si tu tombes dans un jugement, binaire, ce qui n'est absolument pas le cas de Thaler, bah, si tu tombes dans un jugement binaire, tu dis, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Et là, je pense que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est pas l'un ou l'autre, c'est soit les 2 en même temps ou alors, on sait pas trop. Et c'est ce qui Mmh. fait, tout l'intérêt de ce cinéma-là, on va rapprocher ça de William Friedkin, mais oh là là, on va pas partir trop loin. Ah, tu sais que, sur ce que tu disais justement avec la crise du prolétaire, enfin entre guillemets «du bon américain», il travaille bien. Ça m'a rappelé aussi un peu, Falling Down, tu sais, Chute libre de Joel Schumacher Ah oui, et alors je connais, typiquement je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu, mais je connais. tu vois, typiquement Chute libre, là, pour le coup, c'est un traitement, ouais, qui est beaucoup plus «accessible» entre guillemets, mais qui est surtout, ouais, plus frontal dans son discours social et politique. Ça, c'est Ouais. sûr. Je pense que c'est son sujet premier d'ailleurs, Oui. plutôt que Section 99. Bref, bah, écoutez, je pense qu'avec Axel, ouais, on a fini de parler de ce film Section 99. Si je me trompe pas, c'est un film qui a eu un budget de 4 millions de dollars, ce qui est, Ouais, je va crois que se c'est ça. dire, Ouais. dérisoire, hein. Ouais, C'est c'est rien du tout. rien, hein. C'est rien du tout, c'est rien du tout. C'est rien. Il me semble que Traîner sur le bitume a vu 15 millions, mais ça Ouais, ça doit reste être un pas peu plus beaucoup. parce qu'il y a Mel Gibson, il a voulu prendre un petit chèque, je pense. Ouais, voilà. C'est bon, ça reste très peu aussi. Ouais, très peu pour des films qui, franchement sont de enfin, moi je trouve que de film en film, il comment dire? Il précise encore plus, au niveau de sa mise en scène, c'est encore plus précis, c'est encore plus je sais pas, c'est encore plus travaillé, enfin donc non, franchement, c'est Mmh. assez impressionnant, hein, de voir, hâte de voir, ce qu'il va faire prochainement parce que juste pour finir, pour les auditeurs qui sont encore, là jusqu'à la pendant depuis 1h10, il y a, Zahler, est en train de produire, son prochain film. Il a déjà écrit le scénario, il faut, maintenant il manque le tournage. Mais, au niveau des plannings des acteurs, a priori, c'est pas très clair, donc, on attend encore plus d'informations. Mais il a un prochain film qui va sortir et qui a priori serait, je crois, un polar, d'époque, a priori. Donc, écoute, hâte de voir Intéressant, ça. intéressant, intéressant. Très bien et bien voilà, nous vous conseillons, fortement ce film, Section 99 que pour ma part j'ai beaucoup aimé et Axel également, Ouais. comme vous pouvez vous en douter et il est temps de passer, à une petite recommandation. I got some bad ideas in my head. Oh, look at it this way, you know. What's holding him up? Alors pour la recommandation, c'est un peu spécial pour cet épisode. On a décidé qu'on vous parlerait tous les 2 du même, film et on a choisi un film, qui justement est tout à fait, radical comme, Section 99. En tout cas dans ses intentions, narratives et visuelles. Puisqu'il s'agit du court-métrage The Strange Thing About the Johnsons, sorti en 2011. Un court-métrage, réalisé par Ari Aster. Ari Aster qui, voilà, son dernier film a été présenté, été sélectionné en compétition au dernier festival de Cannes, Eddington. Donc c'est vrai qu'on estimait intéressant de revenir sur ce court-métrage. Axel ne l'avait pas vu, mais je me doutais que ça pouvait lui parler. C'est un court-métrage qui m'avait pas mal, marqué, en fait, quand je l'avais découvert. Justement, je l'avais vu juste avant la sortie de Beau is Afraid. J'avais vu ces autres courts métrages qui sont plus courts. Celui-ci dure 50 minutes et
C'est un court métrage qui est vraiment particulier, qui vient déconstruire, démolir justement cette idée de la famille américaine et qui inclut, pour le dire tout de suite aux spectateurs sensibles, des références très explicites au viol, à l'inceste et aussi des scènes graphiques, on va dire, des scènes de gore, voilà. Une scène en particulier, une scène qui est très gore, une ou 2 même, 2 je dirais. Donc voilà, c'est ça donc un film avec, des thèmes qui ont fait un peu, de controverse, il me semble. Quand c'est sorti, tout le monde n'a pas forcément apprécié. Mais tout de suite, je me tourne vers toi, Axel. Qu'en as-tu pensé? Alors, mon Dieu, quel cauchemar! Heu, alors, ça va être, ouais, très difficile de s'exprimer là-dessus. Alors moi, Ari Aster, j'ai vu, bah, du coup, maintenant j'ai vu, bah, tous ses films, hein, je pense, en tout cas, ses plus connus donc j'avais commencé par Hérédité de toute façon. Il m'avait fait une très forte impression quand je l'ai vu. Quand je l'ai découvert, sachant que, j'ai pas moi de alors, en termes de j'ai vu pas mal de films d'horreur, mais, je trouve que c'est un genre qui est très intéressant, comme beaucoup, mais, je suis pas non plus un connaisseur, absolu. Après Hérédité, comme j'ai dit, m'a fait très forte impression et tout de suite après j'ai vu Midsommar, qui m'a fait un peu moins forte impression, mais qu'il faudrait que je revoie, je pense, parce que peut-être que j'étais pas je saurais même pas dire ce que j'ai ressenti devant le film. Je sais qu'il m'a ça m'a interloqué à plusieurs instants, mais j'avais trouvé ça peut-être un peu trop long, un peu confus, ça partait un peu dans tous les sens à un moment donné. Donc, j'étais pas beaucoup dedans, on va dire. Et puis, arrivé Boys of Red, qui est sorti, alors c'était en 2023 je crois? Je sais plus, je crois que c'était 2023. 2023, ouais, Ouais, ouais et il me semble. ouais, ouais, non mais c'est ça. Boys of Prey qui est un film qui dure, quasiment 3 heures et qui m'avait fortement déçu parce que, bah, là, je sentais que, Ari Aster était un peu tournait un peu juste, ça tournait un peu autour de lui-même seulement et que j'avais vu ça un peu comme, je sais pas, je voyais juste un cinéaste qui se regardait le nombril et qui se justifiait d'exister, à chaque minute du film, à part la première heure qui pouvait être intéressante, mais après, ça partait un peu trop, je trouve qu'il se regardait un peu le nombril, quoi. Malgré qu'il y avait des choses passionnantes dedans, comme d'habitude avec un bon cinéaste et même dans ses plus mauvais films, il y a des trucs intéressants, hein. Mmh. Donc voilà et puis tu m'as proposé ce court métrage. Mon Dieu, est-ce que j'aurais dû accepter? Je sais pas, mais en tout cas, c'était sacrément malaisant. Alors c'est ça qui, moi, je trouvais intéressant chez Ari Aster. C'est une des voix au dans le cinéma d'horreur actuel, contemporain, qui est, sûrement une des plus intéressantes, déjà et parce qu'il cultive, en fait, ce truc qu'on retrouve, peu aujourd'hui, je pense, en tout cas chez peu de cinéastes, chez peu de films d'horreur. C'est, ce côté, en fait, ouais, ce côté malaisant, ce truc du malaise, ce truc de, c'est gênant, c'est pas forcément à chaque fois très graphique, mais ce qui se passe à l'écran est particulièrement gênant et là, dans le court métrage, on peut dire que, bah, c'est ça, mais pendant toute la durée du court métrage. Donc vraiment, c'est assez Mmh. particulier. Je sais pas si, je saurais même pas comment résumer le film, pour être honnête. Je sais que bon, comme tu as dit, c'est l'histoire d'une famille où il y a des relents, un peu d'inceste, qui se sont passés et Ouais, qui se passent. non. Heu, Mmh. donc voilà. Je sais pas Ah, si tu veux résumer le heu, film? Ça m'aiderait pas ouais, mal. vas-y, hein. Pour expliquer un petit peu, en fait, le film s'ouvre, sur une scène, en fait, où le père, qui a l'air un petit peu étrange, on va pas se mentir. Le père, en fait, ouvre la porte de la chambre de son fils et entre guillemets, bah, capte en gros qu'il est en train de se masturber. Vient le voir et lui dit concrètement que: «Ah monsieur, c'est pas grave, hein, dans notre famille, il y a pas de tabou». Et ce petit malin d'Ari Aster qui décidément a un humour particulier, ensuite fait une ellipse où cette fois-ci, en fait, ce qui est très, très drôle, c'est que c'est un gars qui a tellement de talent, Ari Aster, c'est qu'il a pas besoin de faire beaucoup de plans pour nous faire comprendre quelque chose. Il va inverser les rôles. Tout de suite, il va inverser les rôles, en fait, sur une photo de famille, on voit l'enfant qui a grandi et qui est devenu un étudiant et à côté de sa copine, le regard du père a changé. C'est-à-dire que lui, il est pas très souriant justement, il a l'air gêné et
ensuite un plan où en gros, l'étudiant, donc le fils, passe, la main aux fesses de son père. Voilà comment ça commence, pour expliquer un petit peu toute cette gêne et tout ce malaise et en gros, bon, il va se passer d'autres Ouais, choses, ouais, ouais, ouais. qui Non, mais ce qui qui est justement tournent autour de ça ouais. et c'est une plongée, dans le cauchemar de la famille américaine, quoi. Ouais, 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 concrètement, c'est ça. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, tu l'as dit, là où Ari Aster est un cinéaste, moi je le classe dans les excellents metteurs en scène du moment, mais vraiment metteur en scène avant d'être cinéaste. C'est que alors moi, pour information, je le précise, je l'ai vu, parce que je crois qu'il est dispo sur YouTube, si je dis pas de bêtises Ouais, et dispo sur ouais, YouTube. c'est ça. Donc pour ceux qui veulent faire un petit cauchemar de 30-40 minutes, allez-y. Et genre, donc moi je l'ai vu sur YouTube et je l'ai vu en VO, sans sous-titres. Alors je suis pas une bite en anglais non plus, mais bon, je suis pas non plus, bilingue, de source. Donc évidemment, il y a des choses qui m'ont échappé en termes de langage. Par contre, heu, ça changera rien au film parce que, bah, moi, enfin, je le dis, en tant que spectateur qui a vu le film il y a pas longtemps en VO. On comprend tout sans qu'il y ait besoin de dialogue, en fait. C'est ça où moi je trouve que c'est la marque, des grands metteurs en scène aussi, c'est que généralement tu coupes le son et en fait tu comprends tout. Mmh. Tu vas quasiment rien perdre, en fait, de ce qui se passe, de la narration, des symboles, de tout ce que le cinéaste veut véhiculer. Et là, c'est totalement le cas et c'est-à-dire que cette première séquence c'est un excellent exemple en la matière. C'est comme tu dis, en fait, au moment où la caméra se retourne et où tu vois la photo et où là, tu comprends, en fait, tout le malaise. En fait, Ouais. il y a rien besoin, il y a pas de il y a pas eu besoin de dialogue pour faire comprendre que, bah, il était en train de se masturber sur, voilà, quoi. Donc voilà, c'est déjà, et c'est ça tout le long du film. Heu Mmh. et comme tu dis, ça va être une espèce comment dire? C'est même pas que Ari Aster analyse ça, c'est qu'il regarde de près, en fait, une famille qui se fracture, complètement, ou qui est peut-être déjà fracturée d'ailleurs, Mmh. heu Ouais, bien sûr. et c'est Mmh. ça qui est Ouais, ça intéressant, permet de comprendre que déjà, en fait, entre, la mère et le père, ça va pas trop. Mais en fait, moi, ce que je trouve génial, c'est que ça se prend absolument pas au sérieux et c'est en fait, je pense que dans les intentions d'Ari Aster, il y a celle de reprendre le téléfilm un peu familial bourgeois et de le tourner complètement en dérision. Ce qui est génial, dès le début du film, on a 2 scènes que justement j'ai expliquées, qui en soi sont totalement effrayantes dans ce qu'elles disent, mais elles sont, à la fois effrayantes et hilarantes. En fait, moi, je trouve que dans l'exécution, il y a ce truc hilarant où vraiment tu ressens qu'Ari Aster, il pousse le bouchon parce qu'en fait, il veut vraiment nous provoquer, nous provoquer complètement parce qu'on on nous présente le fils qui comme ça est innocent en train de découvrir sa sexualité, s et donc son père lui dit: «Ah mais tu sais dans notre famille, il y a pas de tabou», donc la première provocation. Ensuite, donc on retourne à la famille donc avec l'ellipse. Et la deuxième plus grande provocation, c'est qu'en fait, il joue avec nos émotions. Parce que celui qu'on pensait innocent, maintenant, c'est devenu le entre guillemets «le perverti» et celui qui va être le plus dangereux. Donc là, dans la logique du téléfilm familial, il va venir inverser les rôles où, entre guillemets, c'est plus entre guillemets, ouais, c'est le fils qui, entre guillemets, a remplacé le père. Parce que c'est un petit peu ça l'image. C'est le fils qui a les enfin, qui prend les rênes de la famille, quoi. Qui aussi, immoral qu'il est, en gros, est devenu, le patron et ce qui est dit quand même implicitement, je pense, là-dedans, c'est qu'il y a une forme de contagion, en fait, entre le père et le fils où, le fils a hérité complètement jusqu'à ouais, en fait, prendre tous les vices du père. Maintenant, ils se sont tous ouais, un petit peu transmis au fils et c'est vrai que, tu vois, enfin, moi, je trouve c'est à la fois effrayant parce que justement, on est constamment pris dans un malaise avec, cette esthétique. C'est vraiment cette photo lumineuse, hein, ce il y a même une musique un peu ridicule derrière, et vraiment, enfin, cet aspect presque publicitaire, moi, je trouve, hein, dans la manière de filmer ces personnages qui est à la fois hilarant et terrifiant. Enfin, je sais pas ce que tu en Ouais, penses, mais non, mais je suis d'accord avec toi, ça toi. me
Je suis d'accord avec toi et c'est d'autant plus, en fait, là où c'est fort, c'est qu'en plus ça rejoint, totalement, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai auteur, Ari Aster, dans le sens où il y a une thématique, qui est similaire à chacun de ses films et c'est en plus, si je dis pas de bêtises, à chaque fois, c'est lui qui les écrit et cetera et concrètement, dès Hérédité, on sent que, le gars a pas dû avoir une famille facile. Je pense qu'il a des légers problèmes, qui Mmh. sont restés ancrés, très profondément, en lui, et du coup, bah, par exemple, dans Hérédité, c'était l'image, enfin, moi, ce que je trouvais très marquant dans Hérédité, c'est cette, ce personnage de la mère, joué par Toni Collette, qui probablement était un de ses meilleurs rôles, je pense, c'était assez dingue et en fait, enfin, c'était une mère complètement, en fait, plus le film avançait et plus tu sentais qu'en fait, il y avait un malaise et un espèce de mal qui rongeait la famille depuis le départ et puis à un moment donné, il y a une scène où la mère pète un câble, enfin, qui est complètement incroyable. Bref, il y a un aspect, ouais, où il y a toujours je pense, ce désir de fracturer la famille américaine, comme tu dis, famille typiquement américaine, chez Ari Aster et là, c'est dans le court métrage, c'est complètement le cas et effectivement, en fait, cette inversion des rôles, il joue beaucoup et le ouais, le décalage. Moi, de toute façon, c'est à chaque fois les meilleurs films d'horreur, c'est ça, hein. C'est pas si ça va être le plus gore ou si ça va, me faire le plus peur ou je sais pas quoi, c'est parce que en fait, ce qui fait le plus peur en général dans un film d'horreur, c'est quand ça frôle le ridicule. Mais quand ça frôle le Mmh. ridicule, mais que ça tombe jamais complètement dedans. Là, ça frôle le ridicule, mais c'est tellement ambigu et tellement ambivalent qu'en fait, ça en devient terrifiant. C'est en même temps drôle et en même temps, tu as pas envie de rigoler parce que ce qui se passe à l'écran, c'est horrible. Donc Mmh. Ah puis donc c'est c'est enfin vraiment c'est filmé avec une littéralité qui est absolue quoi. ah oui, oui, Il y a oui, vraiment oui, 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 oui. il y a pas à chercher midi à 14h pour comprendre ce qu'il se passe quoi. Ah bah, on parlait de frontalité dans Section 99, là, frontalité, il y a effectivement, Mmh. effectivement. Mmh. Ah Donc non, mais je suis puis totalement d'accord avec toi, c'est prenant de ouf. mmh, ouais. Ah puis en fait, c'est vrai que je parlais de, entre guillemets, «presque une contamination» entre le père et le fils, mais il y a un petit peu ça aussi à la fin parce que quelque part la mère, elle cède aussi à une pulsion qui est horrible et Ah bah oui, enfin c'est ça. qui est une pulsion violente quoi et du coup elle devient le monstre, du film quoi. C'est ouais, bah, en vrai je pense que c'est le gros motif, hein, de toute façon, mais du coup il y a pas de enfin, on ressort pas vraiment purgé du film, quoi. Pour moi, on en sort, toujours contaminé, quoi. On est Ah à oui, fond oui, oui. dedans. Le rapport au corps, peut-être qu'on retrouve beaucoup dans Boys Afraid. Là, c'est vrai qu'on le retrouve pas mal. C'est vrai. Bah, il y a aussi oui, oui, ce rapport au corps, de toute façon, est hyper, ouais, je pense même plus dans Boys of Fred que les autres, hein, finalement, parce que dans Hérédité Mmh. Ouais, et dans Midsommar, il y avait pas enfin, il y en avait, mais ouais, c'était oui, pas pareil. Même mmh. si dans Midsommar, il y avait déjà des relents un peu Ouais, il y a déjà des trucs, ouais, ouais, il y a déjà des trucs, bien bizarres. Mais c'est vrai que dans Boys of Fred, ils poussaient le truc encore plus loin et là aussi, c'est le cas, même si, ouais, c'est en fait, ce qui est bizarre avec ce court métrage, c'est que, tu as l'impression qu'il y a en fait, il travaille ce truc-là de la banalisation du mal, en fait, littéralement. La banalisation de l'horreur, je sais pas, c'est un truc, mmh. et Ouais, c'est ça qui fait que, non seulement c'est ancré dans le quotidien, parce que du coup, tu comprends, heu, dès la scène d'intro et même après, tu comprends que bon, ça fait longtemps que c'est le bordel chez eux, quoi, que ça va pas du tout. Mais il y a ce truc aussi il y a un surgissement quand même, tu vois? C'est en même temps banal et filmé comme quelque chose qui est là depuis longtemps, mais en même temps, tu as des choses qui surgissent d'un coup comme ça, qui surprennent, tu vois? Et c'est mmh. hyper, ouais, bah, pour le coup, c'est vraiment angoissant. Si je devais le qualifier, Ouais. le mot, c'est angoissant. Quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait: «OK, bon, d'accord, bon, en fait, j'ai limite, je vais être méchant avec Boys of Fred, mais j'avais pas besoin de voir Boys of Fred, en fait, j'avais juste à regarder, bah, déjà Hérédité, Midsommar le racontait un peu déjà, mais là, le court métrage, c'est très explicite que, à mon avis, Ari Aster a probablement un passé compliqué, heu, avec sa famille. Je pense qu'il y a quelque chose, qui a dû se passer de pas très clair, donc non, non, c'est hyper intéressant parce que comme je le dis, là, pour le coup, c'est bien parce que c'est
alors c'est la force du court métrage, j'ai envie de dire, c'est que ça dure peu de temps, mais que du coup, ce peu de temps-là, sert aussi à Ari Aster à, ça le contraint à utiliser vraiment toute la force de sa mise en scène qui, pour le coup, ici, est impeccablement, enfin, tout est impeccablement exécuté, je pense que franchement, durant les, 30-40 minutes, tu pas besoin de, enfin, tu peux couper le son et tout comprendre. C'est ça qui, encore une fois, est très, très Mmh. fort, en Absolument. termes de mise en Mmh. scène, c'est impeccable, c'est Mmh. impeccable. Ouais. Ouais, beh, je te rejoins complètement. Pour dire peut-être le mot de la fin sur ce film, je pense que c'est un film d'horreur à voir. En tout cas, vraiment, parce qu'en plus, ça reprend l'horreur sous une forme, originale, il y a un peu hybride Ah oui, bah, et moi je pense que pour aller plus loin, c'est bien avant les autres, qu'on a cités. Bah, je pense que c'est dans les années 2010, il y a peu de films d'horreur qui lui arrivaient à la cheville, hein. Faut pas aller loin, mais oui, franchement, mmh, c'est hyper, enfin, pour ceux qui recherchent vraiment un film d'horreur et qui veulent pas que ça soit trop long, bah, regardez, ce court métrage là, ça va vous faire froid dans le dos. Donc non, non, franchement, c'est juste pour préciser, ça ne dure pas 50 minutes, hein, ça dure, 20 ça dure 30 minutes. Je me suis trompé, ouais, moi j'ai dit ouais, parce que, oui, tu m'as fait peur au départ, je me suis dit: «J'ai mal regardé le truc», mais quand tu as dit le résumé, je me suis dit: non, «OK, non, il ça s'est juste dure trompé 30 sur la durée», donc non, non, mais t'inquiète, ouais, mmh. ouais. Même si 50 minutes, ça resterait en soi un court métrage. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà. OK. Nous vous recommandons, donc The Strange Thing About the Johnsons, réalisé par Ari Aster. Mais regardez-le tout seul, pas avec, vos parents, genre, vraiment pas, Oui, non, faut éviter, c'est comme, regarder Orange Mécanique, ouais, ouais, avec sa voilà. famille. Ouais. Heu, En fait, faut vous imaginer la scène où le personnage de Malcolm McDowell dans Orange Mécanique revient chez le mec, chez qui il a violé sa femme. Bah, voilà, c'est un peu ça pendant 30 minutes. C'est sur ces mots que nous finissons cette émission. J'espère que tu as passé un super moment comme moi, Axel. C'était un vrai plaisir de discuter de Section 99, puis de The Strange Thing About the Johnsons. Ah mais que pareillement, hein, totalement, ça faisait bon, c'est un petit plaisir personnel aussi d'avoir parlé de Section 99 parce que j'écris actuellement un mémoire, de 120 pages sur le bonhomme. Mais également pour ce fabuleux court métrage juste après. Non, franchement, c'était un gros plaisir. Je pense que c'est l'enregistrement le plus long qu'on a fait pour l'instant, donc je sais pas Mmh. comment, on va monter ça après, mais Ouais, oui, oui, je vais voir au montage. Je vais voir si on coupe pas quelques trucs, mais j'en doute quand même oui, parce oui, que franchement, on a été assez complet, hein. Je pense qu'on a dit pas mal de choses, mmh. donc non, Ouais, non, bah, je suis par rapport à ce qu'on voulait dire, je pense, ouais, ouais. nous vous retrouvons pour un prochain épisode, le mois prochain et sur ce, la bonne journée, la bonne soirée. Salut à tous. Salut à tous.